Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du podcast Automobile Propre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 39e épisode avec Pierre, rédacteur en chef d'Automobile Propre. Salut Pierre. Salut Eric. Et Mika, rédacteur en chef de Clean Rider et toujours journaliste à Automobile Propre. Comment vas-tu Mika ? Ça roule très bien et toi ? Très très bien, on t'a pas entendu depuis très longtemps et ça fait très plaisir de te retrouver parmi nous. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait toujours le podcast à gagner en visibilité, ce qui est le cas puisque l'audience continue à progresser tranquillement. Alors aujourd'hui, avant de parler des différents sujets d'actualité qu'on a sélectionnés pour vous, je voulais faire un petit point sur notre trophée, les watts d'or de la voiture électrique de l'année. Pour vous dire un petit peu où on en est, alors on a publié de nombreux et réguliers articles sur Automobile Propre et sur les réseaux sociaux pour vous tenir informé de l'évolution du concours ou du trophée. Les votes au public ont été ouverts il y a une dizaine de jours et on est assez agréablement surpris par le succès, on va dire, massif des votes puisqu'on s'attendait, pour tout vous dire, à avoir quelques centaines de votes et on est plutôt sur plusieurs milliers de votes et ça continue. Du coup, comme je l'ai indiqué hier dans un article, on va raccourcir finalement la période du scrutin puisque le vote devait être fermé le 30 septembre à minuit et il sera finalement fermé une semaine avant, le 23 septembre à minuit, parce qu'on a fait le plein, c'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que, vu le nombre massif de votes qu'on a reçus, il n'est pas utile de faire durer le scrutin une semaine de plus parce qu'on n'aurait pas forcément beaucoup plus de votes et surtout, on a assez de votes pour que ça soit crédible et représentatif. Alors, je rappelle les catégories en lice. On a évidemment la catégorie reine, qui est la voiture électrique de l'année, qui sera élue parmi les 20 modèles qui sont sortis cette année, plus exactement entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 en France et disponible à la vente en France. Et puis la deuxième catégorie qui est la catégorie des réseaux de recharge, donc on va élire le meilleur réseau de recharge, et la troisième catégorie qui est la meilleure innovation en matière d'électromobilité, sachant que la première catégorie est une catégorie dans laquelle on a un vote mixte entre le jury et le public, et que les deux autres catégories sont réservées au vote du jury et à l'appréciation du jury. Et la troisième catégorie, donc qui est la catégorie de l'innovation, est une catégorie ouverte, contrairement aux deux autres, c'est-à-dire que elle est réalisée sur candidature. Donc vous pouvez toujours candidater si vous avez une entreprise ou si vous avez créé ou inventé un service ou une application ou un logiciel innovant dans le domaine de l'électromobilité et qui facilite la transition vers l'électromobilité individuelle. Eh bien, vous pouvez candidater sur le site Les Watts d'Or, donc tout simplement wattsdor, wattsdor.com, et vous allez dans la rubrique en haut à droite, candidater. Voilà, la soirée, donc les votes seront clôturés, les votes pour le public pour la voiture de l'année, la voiture électrique de l'année seront clôturés vendredi soir à minuit, et puis la soirée de révélation des lauréats et la remise des trophées aura lieu comme prévu le 10 novembre en fin d'après-midi en streaming sur Internet. Donc on espère vous recevoir nombreux à travers les écrans. On passe au sujet de l'actualité de la semaine ou de la quinzaine, comme vous voulez, avec une actualité qui secoue un peu dans le monde de la voiture électrique, avec plusieurs annonces, des annonces qui secouent positivement, puis d'autres qui sont peut-être un petit peu moins encourageantes. Premier sujet, la MG4. Alors la MG4, c'est une nouvelle voiture présentée par le groupe chinois MG, enfin par la marque chinoise MG, qui a été reprise par un groupe chinois, et qui a été annoncé la semaine dernière. Et c'est une compacte électrique qui a beaucoup fait parler d'elle et qui bouscule le marché, Pierre. Totalement, ouais. Tu dis que ça secoue un peu. Moi, je vois ça presque comme un raz-de-marée, à cause des prix, tout simplement. On nous l'annonçait, c'est bien simple, sous la barre des 30 000 €, ce qui nous paraissait déjà difficilement crédible pour une compacte électrique, parce que ça, c'est les prix d'une citadine, et encore, il y en a la plupart qui sont au-dessus. Et au final, elle démarre à 28 990 €. Hors bonus. Ce prix,
hors bonus. Et pour ce prix-là, on est loin d'avoir une voiture au rabais parce qu'on a un moteur de 170 chevaux, on a une batterie LFP de 51 kWh et on a en plus une dotation d'équipement qui n'a rien de ridicule, une autonomie de 350 km. Donc c'est une voiture à un prix extraordinaire. Et pour vous donner un petit peu forcément les niveaux de la concurrence, parlons de la star, on va dire, des compacts électriques aujourd'hui, surtout en France. La Mégane électrique, elle démarre à 35 200 euros pour en plus des prestations en matière de puissance et de capacité de batterie inférieures. On peut aller encore plus loin en disant il y a une seconde version de cette MG4. La première c'est la standard, la deuxième c'est la confort. Elle a une batterie NMC de 64 kWh, un moteur de 204 chevaux et elle est affichée à 32 990 euros. Ce qui veut dire que la plus chère des MG4 est moins chère que la moins chère des Renault Mégane électriques, ce qui est pas peu dire. Alors vous me direz, bon, bah, la Mégane électrique, d'accord, mais le reste, parmi la concurrence, on peut citer l'ID3, mais bah, c'est encore pire parce qu'elle démarre à 44 990 euros. On peut citer aussi la Citroën IC4 qui démarre à 36 250 euros et pour des prestations qui sont loin d'être à la hauteur de la MG4. Donc c'est vraiment un coup de tonnerre dans le monde de la compacte électrique et même dans la voiture électrique dans son ensemble, parce que passons à la catégorie du dessous, allons jusqu'au bout vraiment du placement de cette MG4 dans le marché. Une Zoé, donc une citadine, eh ben, ça démarre à 33 700 euros avec 110 chevaux et 395 km d'autonomie. Une Peugeot i208, 33 000 euros. Donc c'est vraiment vraiment, à mon avis, la MG4, elle fait pas partie des Watts d'or 2022 parce qu'il arrive un peu tard. Par contre, pour 2023, on pourra presque lui donner le trophée tout de suite parce que c'est un peu, ça va être un succès, ça paraît incontournable comme voiture pour dans les mois qui viennent. Et ça sera, Ouais. à mon avis, la nouvelle référence. Donc c'est un petit séisme. Alors, rappelons un petit peu ce que c'est, à quoi ça ressemble. La MG4, c'est une voiture, c'est une berline compacte 5 portes, avec Tout un à fait. profil assez dynamique quand même, assez aérodynamique, un avant qui est assez stylé, et une voiture qui fait quoi? Qui va faire à peu près les dimensions. Si on compare à une, moi, elle me fait penser un peu à quoi? Une Ford Focus. C'est un peu ce format-là. Oui, voilà, tu es dans la pure compacte là, autant la Mégane, elle a un petit peu Côté SUV. oui, un petit côté SUV. Là, la MG4, elle, c'est une pure compacte, plutôt, on va dire, du coup Mégane, ancienne génération. Voilà, donc oui, avec une ligne quand même qui a une certaine personnalité, on aime ou on n'aime pas, mais c'est pas fade. À l'intérieur, pareil, capacité et puissance tout à fait dans le coup et équipement bien fourni. Voilà, il y a après, on peut même aller encore plus loin. On peut citer les micro citadines si tu veux, mais voilà, pour le prix en fait, elle pourrait être même moins bien pour ce prix-là. C'est déjà très bien. Une Twingo, c'est 24 100 euros, c'est-à-dire 5 000 euros de moins, mais c'est Mmh. vraiment une voiture qui est limitée exclusivement à la ville. Et là, une vraie polyvalence pour une voiture électrique à moins de 30 000 euros dans une compacte, bah, il y a pas mieux. Et puis, à l'horizon, on voit pas qui pourrait faire mieux, à moins que, je sais pas, peut-être que Dacia s'y mette, mais donne une grande sœur à la Spring, mais c'est pas pour tout de suite, quoi. Sachant que le modèle le plus le mieux doté de cette MG4 a une option, a une autonomie de 450 km. Donc Exactement, ouais. annoncé WLTP. Donc évidemment, on sait qu'à 4 sur l'autoroute en hiver avec le vent contre, on sera plutôt à 350. Mais en tout cas, toute chose étant comparable par ailleurs, on est quand même sur des niveaux d'autonomie qui sont pas négligeables. Mika, Et une tu en penses recharge quoi? aussi, Ouais. juste je termine avant de laisser la parole à Mika. Et une recharge en courant continu qui monte à 135 kW.
C'est pas mal du tout, quoi. Il y a vraiment, on peut pas en dire du mal, quoi. Alors on attend évidemment de l'essayer parce que, Bien on sûr. a pu la découvrir, en statique, en début de mois. Là, on vient de découvrir les prix et je l'annonce tout de suite, l'essai par, notre superstar, le père à la casquette que je vois passer d'ailleurs, juste devant moi, ça sera, début octobre, en vidéo et sur Automobile Propre, donc on attend de voir vraiment ce qu'elle donne, mais pour ce prix-là, il faudrait vraiment qu'elle soit pas terrible pour que ce soit pas une bonne affaire, hein. Mika? Ouais, c'est vrai que MG, ils sont en train de faire très, très mal à la concurrence. La progression de la marque, elle est quand même exceptionnelle, hein. Le premier modèle, il date quand même de 2-3 ans maintenant. C'était la MG ZS EV, qui Ouais. esthétiquement était pas spécialement très jolie. L'intérieur, c'était pas non plus très excitant. Mais là, la MG4, elle a un design quand même qui est assez réussi. L'intérieur est joli. Franchement, elle a de quoi faire très très mal sur le marché et surtout les Chinois, contrairement aux marques européennes, sont moins impactés par le prix parce que tous les modèles européens ont augmenté. Là, MG qui reste en dessous des 30 000 euros, forcément, ça va faire mal. Surtout qu'ils ont quand même un réseau maintenant qui est assez développé chez MG, hein. Ils ont su quand même avoir un réseau de revendeurs. La question, c'est après tout ce qui est SAV, etc. Et savoir si finalement les Français ont suffisamment confiance encore en la marque pour se détourner des grands constructeurs et aller vers MG. Mais cette MG4, en tout cas, pourrait permettre à MG de franchir une étape supplémentaire pour conquérir le marché européen. Ouais, surtout qu'effectivement, comme tu le dis Mika, c'est du solide MG puisqu'ils ont déjà, 5, modèles contre toute attente, hein. On les connaît pas forcément tous très bien, mais ils ont déjà 5 modèles, 100 électriques sur le marché puisqu'ils ont 2 versions du Marvel R, qui est le modèle haut de gamme, qui est le SUV et puis ils ont, 2 versions du ZS EV et ils ont au moins une version de la MG5 qui est le break, hein, qui est sorti il y a quelques mois. Donc voilà, ça fait déjà 5 voitures disponibles sur le marché, une sixième qui va arriver et puis effectivement, ils vont pas s'arrêter là. Alors ce qui est assez drôle, c'est que MG, c'était à l'origine une marque européenne qui faisait des voitures qui n'avaient rien à voir avec ce qui est, produit aujourd'hui, mais on se dit que quelque part, il reste un petit peu d'ADN européen, chez MG, ce qui fait qu'ils ont peut-être mieux compris que les autres le marché européen et qu'ils sont en train de s'implanter, en force. Donc à suivre et vivement les essais effectivement qui vont arriver, très rapidement. Deuxième sujet, c'est un sujet un petit peu étonnant, c'est un sujet qui nous dit que la voiture électrique, sert à sauver les sportives, thermiques. C'est-à-dire que, il semblerait que certaines marques continuent à produire des voitures thermiques grâce à, une espèce de petit coup comme ça de comment on va dire, un petit coup de poker, grâce en fait, je referai ma phrase parce que ça va pas du tout, grâce à l'existence et l'essor des voitures électriques qui leur permettent d'avoir des crédits carbone. C'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est ça, Pierre? Je ferai mal dit, Oui, mais exactement. Ça vient c'est quelque chose qui vient de chez Ford, qui vient de présenter donc la 7e génération de Ford Mustang, et on s'attendait à ce qui est un petit peu d'hybridation dans dans ce monument de la culture auto américaine, alors que ce soit une micro-hybridation, une hybridation. Et au final, pas du tout. Elle garde même les moteurs de l'ancienne génération, un 4 cylindres de litre turbo et un gros V8 Atmo de 5 litres qui est annoncé pour plus de 500 chevaux, voilà. Et c'est tout. Et forcément, il y a eu des questions à Jim Farley, le patron de Ford, qui a une réponse toute trouvée. Autant aux États-Unis, bon ils s'en moquent, hein. Ils ont la Mustang Mach-E pour au niveau de l'électrique. Il y a la Mustang V8, on va dire classique, à côté pour les amateurs historiques de la marque. Et c'est vrai que ça se complexifie un petit peu plus en Europe. Pourquoi? Eh bien parce que il y a des quotas de CO2 qui portent sur la gamme entière d'un constructeur. Mais là encore, avec c'est là justement qu'arrive cette fameuse phrase de la thermique pardon, de l'électrique qui sauve la sportive thermique. C'est grâce aux bonnes performances de vente de la Mustang Mach-E
que cette nouvelle Mustang V8 100% thermique peut être vendue en Europe parce que c'est juste une question de moyenne. La Mustang Mach-E tire vers le bas, donc la moyenne de Ford est tirée vers le bas et on peut se permettre que cette moyenne remonte un petit peu, reste sous le quota avec cette Mustang V8. Alors il faut savoir que de toute façon, il y aura en France un malus considérable qui double pratiquement le prix de la voiture. Ah, quasiment, oui. Écoute, l'ancienne Mustang, de mémoire, c'est 58 000 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Il y a des chances que la nouvelle gagne quelques milliers d'euros, mais ça reste toujours une sportive abordable entre guillemets, surtout aux États-Unis et quand même à performance, à ce niveau de performance aussi en France, disons 60 000 euros. En 2023, avec le CO2 qu'elle va sortir, c'est 50 000 euros de malus. Parce que là encore, l'ancienne Mustang, qui comme la nouvelle reprend le même V8, c'était 299 grammes par kilomètre de CO2. Même s'ils en grattent quelques grammes, ça restera dans la plus grosse frange. Donc voilà. Alors si on sera, c'est pas un discours nouveau à ce niveau-là, mais c'est porté pas forcément sur le CO2. À une époque, moi, ça m'évoque ce que disait Porsche en justifiant justement la sortie à l'époque du Cayenne puis du Macan, en disant ah oui, on sort des SUV, on suit la mode, mais on en vend énormément, ce qui fait qu'on gagne beaucoup de sous et on peut se permettre de continuer à sortir de la 911 bien pointue, de la GT3, de la GT3 RS. Mais c'est un peu le principe des vases communicants. Alors, jusque-là, c'était économique. Maintenant, ça devient, on va dire, écologique. Mais il y a toujours cette balance qui fonctionne. Et cette fois-ci, c'est au niveau du CO2. Donc en fait, c'est là qu'on voit un petit peu la limite des moyennes imposées par la loi. En même temps, c'est le principe d'une moyenne, donc ça n'a rien de choquant. Exactement. Voilà, ça fonctionne comme ça. Il y a une règle du jeu, les constructeurs l'appliquent. Ça leur permet de devenir au global plus vertueux. Mais en même temps, s'ils arrivent à vendre beaucoup de voitures électriques, ça leur permet aussi de continuer à vendre quelques voitures thermiques. Et ce qu'on regarde finalement au final, c'est le bilan global. Et si le bilan global est positif, ou en tout cas va dans le sens de moins d'empreinte carbone, tout le monde est content, y compris ceux qui avaient prévu de mettre 60 000 euros dans une voiture en faisant un peu d'économie et qui vont se retrouver avec une bagnole à 110 000 euros. Là, par contre, à mon avis, ça va grincer un peu. Mika, tu avais prévu d'acheter une Mustang prochainement ? Non, pas spécialement, mais en tout cas, c'est vrai que Ford n'est pas le seul à appliquer cette stratégie. Les constructeurs, on leur donne des règles du jeu, ils savent très bien y jouer et aller vraiment à la limite de la ligne. Mais après, effectivement, nous, en France, on fait quand même blocus avec un malus qui est assez élevé et qui, s'il était généralisé en Europe, certaines marques, ça couperait vraiment l'herbe sous le pied à certains modèles, parce que là, il faut quand même un minimum de ventes pour pouvoir justifier la sortie d'un modèle. Donc la Mustang, elle a sans doute un avenir en Europe sur certains marchés, mais en France, c'est compliqué. Si les mêmes règles étaient appliquées partout comme en France, elles ne seraient même pas arrivées en Europe. Alors, c'est un peu, alors c'est juste une parenthèse pour les amateurs de voitures thermiques qui ont des gros moteurs. L'histoire est un petit peu triste quand même, elle est un peu dramatique, parce que quand la Mustang nouvelle génération est arrivée pour le cinquantenaire dans les années 2015 ou 2016, c'était donc, elle était annoncée, le prix de base était à 50 000 euros. Il y avait quelques options, mais pas grand chose. Et je parle bien de la Mustang GT avec le V8 qui faisait à l'époque 450 chevaux. Et cette voiture était annoncée entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, je me comprends, comme un peu la voiture de la supercar du pauvre. Quand je dis supercar du pauvre, ça veut dire que pour obtenir à peu près le même niveau de puissance et de performance dans une autre marque, qui soit italienne ou allemande, il fallait mettre le double ou le triple en tarif. 50 000 euros. Certains se sont dit, tiens, c'est un peu l'accès au rêve. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui gagne un peu sa vie, qui met un petit peu d'argent de côté, qui a pas peur de prendre un crédit un petit peu élevé, se disait, voilà, je vais pouvoir rouler avec une voiture qui a un V8 de 450 chevaux. Aujourd'hui, c'est mort. Cette clientèle, c'est mort. Elle pourra plus y accéder. Et on se demande quel sera du coup le marché de cette voiture, puisque sur des tarifs plus élevés comme ça, on va plutôt, à mon avis, se rabattre sur des vrais sportifs d'occasion, de type 911, etc. Sauf ceux qui sont vraiment très très sensibles au mythe de la Mustang. Voilà, ça c'était la parenthèse old school de thermique. Mika, on a repéré une autre actu
qui est un peu préoccupante, qui fait parfois un peu froid dans le dos, c'est le fait, alors ça vient d'une étude suédoise, hein, le fait que l'écran, enfin les intérieurs tout tactiles des voitures pourraient créer potentiellement du danger pour les passagers. Qu'en est-il? Alors, c'est cette mode des écrans un petit peu XXL sur les voitures, en particulier les voitures électriques, elle était un petit peu lancée par Tesla avec la Model S, qui était finalement la première voiture de l'histoire à intégrer de série cette grande tablette tactile, quelque chose d'énorme en position horizontale, qui était même beaucoup plus grande qu'un iPad à l'époque. Je crois qu'il était Vertical. même, oui, vertical, pardon. L'iPad était même pas sorti, hein, je crois, quand la voiture avait ce dispositif-là. Et finalement, tout ça, ça a été repris. Bon, la Model 3 a un écran cette fois-ci horizontal, et beaucoup d'autres constructeurs ont repris cette tendance d'avoir des écrans et parfois tout tactile. Donc, on enlève les boutons physiques de la voiture et on passe tout par l'écran. Alors, le magazine suédois, alors, c'est Vi Bilaga. Alors, je pense que l'accent est très mauvais. C'est intéressé un petit peu à comparer finalement les différents modèles et ce que ça a impacté ce tout tactile pour le conducteur. Donc différents modèles ont été comparés et savoir en combien de temps on peut accéder à la climatisation, comment on active les sièges chauffants, etc. Donc il y a différents paramètres. Et donc il y a certains modèles qui se débrouillent bien, d'autres qui se débrouillent beaucoup moins bien. Alors notamment celui qui a eu le carton rouge, c'est le MG Marvel Air, on en parlait tout à l'heure, et qui a un écran qui est vraiment énorme. C'est marrant, c'est que j'étais dedans pas plus tard qu'hier soir, parce qu'on fait un test actuellement de la version trimoteur avec automobile propre, et effectivement l'écran est juste gigantesque. Donc c'est vraiment une source de distraction pour le conducteur. Et aussi, en fait, ce qui pose problème aussi sur le tactile, c'est d'une part l'ergonomie. Des fois, trouver des choses et des fois des options dans l'écran, c'est très compliqué, mais aussi la réactivité. Et c'est vrai que là, pour le coup, ils ont fait plusieurs opérations sur le Marvel Air. Donc, entre les problématiques d'ergonomie et de réactivité de l'écran, ils ont mis 45 secondes à faire certaines opérations, ce qui veut dire que finalement, la personne, au lieu de regarder la route, elle regarde l'écran, et ça, effectivement, c'est très dangereux. Moi, à titre personnel, je l'ai vécu lorsque j'avais pu avoir un modèle Y cet été, quand j'étais au Canada, et effectivement, on passe la première heure, on la passe à toucher l'écran et à comprendre les différents fonctionnements. L'avantage de Tesla, c'est que l'ergonomie est très bien faite, donc on finit par l'intégrer. Mais au début, on est un peu perdu, on regarde plus l'écran que la route. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, j'aurais dû peut-être m'arrêter avant, configurer l'écran et m'appréhender l'écran à l'arrêt plutôt que de le faire en roulant. Donc ça, c'est la responsabilité aussi du conducteur. Il y a aussi la responsabilité du concessionnaire ou du loueur qui doit aussi, peut-être en amont, expliquer au client comment fonctionnent les écrans et comment accéder aux différents menus. Mais voilà, après, le tout tactile, moi, je suis pas fan, mais si c'est bien fait comme sur Tesla, au final, ça s'intègre assez bien. Et les boutons physiques, des fois, c'est pas bien fait non plus, hein. Oui, oui, ouais, tout à fait. Il y a des voitures avec des boutons physiques qui sont des catastrophes ergonomiques. Là, il y a plusieurs choses. Alors, d'une part, effectivement, dans ce test, ils ont comparé avec une voiture de 2005, une Volvo de 2005, qui n'a donc aucune fonctionnalité tactile et qui est un bon vieux tableau de bord avec plein de boutons. Et finalement, bah, c'est la voiture qui sort vainqueur de ce test, puisque l'ensemble des opérations sont réalisées en 10 secondes. Avec la Tesla Model 3, c'est 23 secondes, et puis donc avec le Marvel Air, je crois que c'est plus de 45 secondes. J'ai eu l'occasion aussi de faire un Paris-Lyon avec un Marvel Air et de rouler quelques jours avec. C'est une très bonne voiture, très agréable, mais effectivement, ce grand écran qui est dans une position un petit peu bâtarde, hein, puisqu'il est pas vraiment flottant sur le tableau de bord, sur la planche de bord, il est pas vraiment non plus sur la console, il est entre les deux et il est très incliné, et effectivement, on est vraiment contraint à quitter la route des yeux quand on veut l'utiliser, et a fortiori quand on connaît pas forcément toute son ergonomie. Concernant la Tesla, en fait, il y a deux étapes. Alors, la première étape, effectivement, ça a été la Model S. Alors, petite rectification, Mika, la Model S a été présentée en 2012 ou 2013, et le premier iPad était sorti en 2010, donc il existait déjà. En revanche, le premier iPad avait un écran, alors je vais dire une bêtise, mais c'était 9 pouces et quelques, je crois, alors que la Model S, son écran était de 17 pouces, ça faisait pratiquement 2 iPads superposés. Et puis la deuxième étape, ça a été l'arrivée parce que la Model S avait quand même, et a toujours, un combi d'instruments derrière le volant, c'est-à-dire face conducteur. Et je pense que ça, c'est vraiment important parce que ça change tout. Et puis la Model S avait, enfin dans la première version et la deuxième version, avait encore quelques commandes à l'aide de manettes et de boutons. Et ce qui n'est plus le cas avec la Model 3, puisque la Model 3 est vraiment la première voiture totalement radicale
verticale en full tactile, pour plusieurs raisons, des raisons de modernité, d'image, mais aussi un petit peu plus pragmatiquement des raisons de coût et d'économie, puisque ça coûte beaucoup moins cher de tout réunir sur un écran tactile. Et puis ça enlève aussi la problématique des conduites à droite, conduites à gauche, etc. Il suffit simplement de mettre l'écran en position miroir et c'est réglé. Donc ça règle aussi beaucoup de questions d'un point de vue financier, tout simplement. Et en fait, la Model 3 a été la première voiture à ne pas proposer un combiné d'instruments derrière le volant. Alors, il y en a eu d'autres à d'autres époques, mais il y avait toujours un petit rappel, soit du compteur de vitesse, soit là, on n'a vraiment rien en face de soi. Moi, j'avoue que je roule en Model 3 depuis 3 ans et demi. Je me suis fait à l'ergonomie, mais il y a encore des choses qui me dérangent et je le dis toujours et je m'y ferai jamais. C'est notamment le réglage de la climatisation où vous êtes obligé d'aller chercher sur l'écran pour juste baisser ou monter d'un degré. Alors, on peut le faire avec la voix, mais je pense que ceux qui disent que c'est l'avenir et qu'on peut tout régler sur une voiture avec les commandes vocales, c'est une vision un peu simpliste de l'ergonomie. À mon avis, ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'il y a des cas de figure où on peut pas utiliser la commande vocale. S'il y a beaucoup de bruit, si on est plusieurs dans la voiture, s'il y a des gens qui dorment, des enfants qui dorment, si on est en conversation avec quelqu'un, il est compliqué. Tout ça, c'est tout des cas vécus, compliqué d'interrompre la personne pour parler à la voiture. Même sur Tesla, la commande vocale a un taux de reconnaissance qui est proprement hallucinant et qui comporte énormément de commandes. On n'a pas toujours envie de parler à sa bagnole, ni la possibilité de le faire. Donc la commande vocale ne résout pas tout, loin de là. Et puis effectivement, il y a des commandes qui sont. Moi, je considère et même après 3 ans et demi d'utilisation, et je pense pas être forcément le plus malhabile avec les écrans, que certaines commandes sur la Tesla Model 3 sont dangereuses. C'est-à-dire que moi, il y a des moments où je me sens pas en sécurité parce que je suis obligé d'aller trifouiller dans les menus. Et par exemple, Spotify aussi, l'application Spotify sur la Tesla est catastrophique. Et l'ergonomie est vraiment très très mauvaise. Vous avez des menus qui devraient être écrits en énorme avec un gros bouton qui sont écrits en lettres de 10 pixels. Et quand il m'arrive assez fréquemment deux choses, soit de m'arrêter pour aller chercher une playlist, reconfigurer quelque chose sur Spotify, soit de guerre lasse, de brancher mon téléphone et d'utiliser mon iPhone, sur lequel c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide. Je le branche en Bluetooth et ça va beaucoup mieux. Donc effectivement, je pense qu'il y a un vrai débat et il me semble que la meilleure solution, c'est une solution intermédiaire, c'est-à-dire du tactile pour les fonctions qui sont utiles et qui ont du sens en tactile, et des boutons pour le reste. Je vois des voitures qui font ça aujourd'hui, notamment la Kia EV6 par exemple, qui a les systèmes de climatisation qui sont physiques et le reste sur écran. Je pense qu'on va dans la bonne voie. Et puis, j'en avais fait un article une fois, mais je ne désespère pas et je pense que ça pourrait arriver, que dans une prochaine version, un relooking de la Model 3, on ait de nouveau un combiné d'instruments derrière le volant. Ça m'étonnerait pas que ça arrive. Aujourd'hui, il y a des fabricants chinois justement qui proposent des systèmes comme ça en deuxième monte qui sont très très bien faits, qui sont encore un peu compliqués à installer. Mais je suis convaincu que nombre de clients de Tesla Model 3 ne seraient pas contre l'idée d'avoir, après l'effet wow, de dire ouais c'est génial, c'est dépouillé, il y a un seul écran. Donc ça c'est un côté un petit peu effet de mode. Ça maintenant on en est largement revenu. Et d'ailleurs la meilleure preuve c'est que si tous les constructeurs se sont évertués à copier Tesla un petit peu, et notamment la Model 3 qui a été un véritable électrochoc sur le marché, aucun n'a suivi Tesla sur la voie de juste un grand écran tactile. La seule voiture récemment que j'ai vue avec un seul écran tactile au milieu et pas d'écran face conducteur, c'est la VinFast VF8 que j'ai essayé récemment là au Vietnam, et c'est la seule pour l'instant qui est suivie vraiment suivi la voie de Tesla avec aucun rappel derrière le volant. Mais c'est la seule. Tous les autres ont suivi Tesla dans le côté grand écran tactile en mode paysage, mais n'ont pas suivi Tesla dans le côté pour le conducteur. Et je pense que c'est la bonne voie en fait. Moi, je voudrais juste ajouter aussi Oui, autre chose. Pierre. Il y a un élément, moi, je suis totalement d'accord avec toi de séparer les fonctions essentielles donc de ce grand écran central pour une simple raison aussi, c'est que si c'est très fiable, mais si on a un problème d'écran, si l'écran ne s'allume plus, ne fonctionne plus,
eh ben, on n'a plus accès à ces fonctions essentielles et c'est un petit peu mettre tous ses œufs dans le même panier et au final, ça peut immobiliser une voiture, pour une simple question d'écran Mmh. et c'est dommage et c'est un aspect aussi qu'il faut prendre en compte. Ouais, bien Et, sûr. Et je pense et que Oui, Mika? oui, ce qui est étonnant, c'est que je crois qu'il n'y a pas spécialement de réglementation. Les constructeurs peuvent faire ce qu'ils veulent avec les C'est écrans, bizarre, on hein? ne leur impose pas. Ouais, Alors que dans l'automobile, il y a beaucoup de règles sur tout, mais bien pas pour sûr. ça en tout cas. Mmh. Et je pense aussi que là, j'ai oublié de le dire, mais effectivement et par expérience avec des voitures précédentes, la meilleure ergonomie, c'est celle qui consiste à pouvoir activer les commandes courantes et essentielles sans avoir à les regarder. Et nombre de voitures permettent ça, permettent de régler le chauffage, la climatisation, les essuie-glaces, la radio, sans regarder en fait, parce qu'on a l'habitude et on sait où ça se trouve et on continue à regarder la route. Et on le dit jamais assez, mais quitter la route du regard même une seconde, ça peut avoir des conséquences vraiment, vraiment fâcheuses. Et pas forcément dramatique, mais même en ville, ça peut créer des ennuis. C'est tout bête, quoi. Vous réglez la radio en ville, vous êtes obligé d'aller regarder votre écran tactile, ça pile devant, bah ça y est, voilà, vous emboutissez la voiture de devant. Alors bon, avec une Tesla ou une autre voiture un peu moderne, c'est censé ne pas arriver parce que la voiture freine toute seule, mais bon, c'est quand même dérangeant. Et je pense que les constructeurs vont devoir évoluer un petit peu de ce point de vue-là. On passe à la rubrique le focus, donc qui va nous permettre justement de nous concentrer un peu sur un sujet qui nous préoccupe en ce moment. Eh bien, c'est cette volée d'augmentation qui arrive un petit peu de tous les côtés sur les prix de la recharge. Alors, on parle de la recharge. Principalement de la recharge haut débit sur route et sur autoroute, donc généralement sur ce qu'on appelle, ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les superchargeurs. Donc Tesla a annoncé hier une augmentation du prix du kilowattheure. Donc on passe aujourd'hui à 69 centimes le kilowattheure pour les clients Tesla et 79 centimes, soit le même prix que Ionity pour les clients qui ne sont pas de la marque Tesla mais qui chargent sur les superchargeurs Tesla. Allego avait annoncé la semaine dernière une forte augmentation aussi. On est sur du plus 20% puisqu'on atteint pratiquement 1 euro au kilowattheure. On est à 0,98 €. On annonce aussi des augmentations du tarif de l'électricité du kilowattheure à domicile dès 2023 pour rattraper un petit peu les récentes hausses. Malgré le bouclier tarifaire, on serait aux alentours de plus 15% à domicile. Alors il faut reconnaître qu'on s'en tire pas trop mal avec toutes ces augmentations quand on voit l'apocalypse qui nous était annoncé avec un prix du mégawattheure qui avait pratiquement été multiplié par 20 ces derniers mois. Et puis à côté de ça, on a aussi des voitures dont les prix augmentent, notamment la Fiat 500 qui vient de prendre aussi un petit coup de bambou avec ses nouvelles versions. Et tout ça, ça nous amène à une question qui nous inquiète un peu, c'est est-ce que tous ces signaux qui sont envoyés ne risquent-ils pas de donner un gros coup de frein à l'expansion de la voiture électrique? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, clairement, oui, il y aura un impact, hein, forcément, quand on s'intéresse à acheter un véhicule et en particulier une voiture électrique, on s'intéresse au coût de l'énergie. La première chose qu'on va constater quand on va aller chez le concessionnaire, bah, c'est que le prix des voitures a augmenté, hein. Je crois que c'est 20 à 30% en moyenne, hein, d'augmentation, ce qui est quand même énorme sur des voitures qui sont déjà chères. Et après, effectivement, le coût des réseaux de charge qui vient par-dessus, bah, forcément, ça fait réfléchir les gens. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le coût de l'énergie augmente aussi sur le thermique. Les coûts des voitures neuves thermiques aussi a augmenté, donc c'est une hausse quand même qui est générale. Par contre, c'est vrai que quelqu'un en particulier qui songe à changer de voiture et passer peut-être à l'électrique va peut-être se dire, bon, je vais peut-être attendre quelques mois de voir ce que ça va donner cette crise, parce que mes coûts personnels en énergie vont augmenter, et peut-être que j'aurais peut-être pas envie d'acheter de voiture électrique maintenant, et je vais décaler mon achat. On n'a pas forcément la vision des commandes à date, mais il est possible qu'il y ait forcément des reports de commandes chez certains qui pensaient à acheter une voiture électrique. Et la question qui se pose aussi, c'est normalement le bonus va changer au 1er janvier, hein, donc on va perdre, je crois, 1 000 € hein, sur un particulier. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce qu'il faut pas prolonger? Mais en tout cas, c'est sûr que cette hausse de prix, ça va forcément freiner le développement du marché. Enfin, si je fais un parallèle d'autres énergies, il y a le gaz naturel qui a aussi augmenté le prix du GNV, hein, qui est passé de 1,20 € à 4 € du kilo, qui est surtout utilisé par les transporteurs de marchandises. Et là, aujourd'hui, ceux qui ont des camions en gaz en sont à laisser les camions en gaz au dépôt et à prendre des camions diesel pour les faire rouler.
Ouais, on est vraiment dans une période très trouble, pleine d'incertitudes, et c'est jamais favorable au commerce, les périodes d'incertitude. Et puis, moi, je me dis finalement que les gens qui, jusqu'à présent, sont passés à la voiture électrique sont un petit peu ce qu'on appelle des early adopters, des primo-adoptants, c'est-à-dire des gens qui sont un petit peu pionniers, qui sont attirés par la technologie, qui aiment bien la nouveauté, et aussi, on va pas se le cacher, qui ont les moyens de le faire. Donc, des catégories socio-professionnelles plutôt élevées. Euh, et finalement, aujourd'hui, le français moyen, qui n'a pas forcément d'énormes possibilités financières et qui va être contraint à passer à la voiture électrique, doit se poser plein de questions, et en se disant finalement le gros avantage qui nous était vendu sur la voiture électrique, en dehors de l'avantage écologique, zéro émission à l'utilisation, c'était le coût à l'utilisation, peu de révision, mais surtout un coût au kilomètre parcouru qui était très très inférieur à celui d'une voiture thermique. Aujourd'hui, cet argument n'a plus lieu d'être, puisqu'aujourd'hui, faire un Paris-Lyon en se chargeant sur du superchargeur avec une voiture électrique ou une voiture à essence, ça revient à peu près au même prix. Et finalement, cet argument est en train de tomber de lui-même. Et ça fait ressortir en creux les autres mauvais contre-arguments contre la voiture électrique, c'est-à-dire les problèmes d'autonomie, les problèmes de contraintes de charge, etc., etc. Donc, est-ce que tout ça risque pas de créer une espèce de confusion dans l'esprit des gens qui vont soit annuler, soit largement repousser leur projet d'achat de voiture électrique, Pierre? Bah oui, surtout qu'on oublie aussi une chose, c'est que pendant ce temps-là, eh bien, le prix, des carburants, d'origine pétrolière, lui reçoit une subvention de 30 centimes d'euros, Mmh. et jusqu'au 31 octobre. Donc, en plus, je pense qu'il y a tout un tas de gens et on le sait, qui, rep avaient envie d'acheter une voiture électrique et qui attendaient parce que, depuis, des mois, des années, les prix de génération en génération baissaient, ou alors les capacités des batteries augmentaient, mais ça devenait de plus en plus intéressant, en fait, d'acheter une voiture électrique. Et là, c'est vraiment une rupture. C'est-à-dire que, non seulement, ça baisse plus, mais ça remonte même. Et du coup, ça conforte les gens, à mon avis, à même garder leur vieux, c'est même pas racheter une Oui. voiture, c'est juste garder la voiture qu'ils ont actuellement et attendre. Et ça fait que prolonger cette attente, et c'est bien dommage. Par contre, on est d'accord, tu l'as précisé suffisamment, c'est surtout, quand on se recharge sur des superchargeurs ou des bornes à haut débit, que là, on arrive presque à un coût, on arrive à l'équivalent d'une voiture thermique. Quand on charge chez soi, ça continue de rester intéressant. Mmh. Mais, je crois que tu as les chiffres d'ailleurs, ça concerne, qu'une petite frange de la population. Bah oui, 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 parce que selon on avait une étude de l'INSEE qui montrait ça, il y a quelques années, hein, elle est pas toute récente, elle a 4-5 ans, je crois, qui disait que 80 de la population française habitait en habitat collectif, et dont une grosse partie en ville. Ça veut dire que on peut pas dire aujourd'hui la solution, parce qu'on le lit partout, bah, la solution de toute façon, c'est de charger chez soi. C'est pas vrai, puisque la plupart des gens n'ont pas la possibilité de charger chez eux, et on sait aujourd'hui que la recharge en milieu urbain est un véritable problème. En copropriété, c'est encore pire. Donc ce problème est loin d'être réglé, et du coup c'est un frein supplémentaire. Alors quand en contrepartie on avait cette carotte un peu qui était de dire ça coûte moins cher, on va dépenser moins, etc. Même quand on est sur la route, c'était très intéressant. Moi, je me souviens que en 2019, le prix du kilowattheure chez Tesla pour les propriétaires de Tesla était à 0 euro 24. C'est-à-dire qu'on a fait x3 en 3 ans. Il y a peu de produits aujourd'hui dont les prix ont été multipliés par 3 en 3 ans, et surtout pas l'essence. Même si on est à des niveaux aujourd'hui stratosphériques, on est loin d'avoir triplé le prix si on avait triplé le prix du litre de super tel qu'il était en 2019, on serait quoi? On serait à 5 euros le litre. Donc on en est très loin comparativement. Là, on a pris une grosse claque, et effectivement, bon, je crains un petit peu que ça soit. En tout cas, on va bien observer ce qui va se passer dans les mois qui viennent, mais on avait un marché de la voiture électrique qui était en très forte tendance haussière. Tous les mois, on se félicitait de voir que les parts de marché de la voiture électrique à l'achat et en termes d'immatriculation devenaient de plus en plus importantes. On va voir s'il n'y a pas un coup de frein dans les semaines et les mois qui viennent, mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas.
Dernier sujet, c'est la question du jour, une question technique. On parle beaucoup d'émissions de particules fines. On avait déjà abordé le sujet du freinage régénératif sur les voitures électriques. Et puis on se pose la question aujourd'hui, parce qu'il y a toujours un peu débat, est-ce que les voitures électriques n'émettent réellement aucune particule fine ? Et finalement, qu'est-ce qui émet des particules fines sur un véhicule en mouvement ? C'est l'échappement, le moteur, donc la combustion. Et puis, ce sont aussi les freins. Donc de ce côté-là, on a réglé la question puisque il n'y a pas de moteur à combustion sur les voitures électriques, donc pas d'émission de particules fines. Sur le freinage, contrairement à ce que je peux lire parfois par des gens qui connaissent pas bien le sujet, qui disent oui, les voitures électriques c'est lourd, donc les freins sont plus sollicités, c'est faux, puisque il y a sur les voitures électriques un freinage régénératif qui, selon les modèles et selon le réglage qu'on a adopté, est un freinage très puissant qui va jusqu'à l'arrêt complet de la voiture, si bien que sur certaines voitures, on ne freine pratiquement plus jamais, sauf dans les cas de freinage d'urgence. Sinon, on freine plus. Donc, pas d'émission de particules fines. Qu'est-ce qui reste ? Il y a un truc auquel on n'a pas toujours pensé et qui, pour le coup, est également présent sur les voitures électriques, c'est l'émission de particules fines par les pneumatiques. Donc ça, c'est un peu le nouveau dada de ceux qui aiment pas la voiture, c'est de dire ouais, mais même si vous avez une voiture électrique, de toute façon, vous émettez quand même des sales particules fines parce qu'il y a des pneus sur votre voiture. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? C'est vrai en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a une étude de l'ADEME qui est sortie en avril. Et effectivement, donc il y a deux côtés sur la voiture électrique. Donc effectivement, le frein régénératif fait que les particules émises par les freins sont vraiment minimes. Elles représentent que 3% des particules émises par une voiture électrique contre 25% pour un véhicule thermique. À l'inverse, et ça c'est en raison du poids des véhicules liés aux batteries, avec des pneumatiques qui sont généralement plus larges, la part de particules sur une voiture électrique pèse 61% du total, contre 47% pour un véhicule thermique. Et sur les pneumatiques. Sur les pneumatiques. Et après, il y a aussi ce qu'ils appellent la remise en suspension des particules lorsque la voiture passe. Donc, c'est 36% pour l'électrique contre 28% pour le thermique. Donc, au final, ce que disait l'ADEME, c'est que compte tenu que les nouveaux véhicules thermiques, essence comme diesel, ont maintenant des filtres à particules, donc ils ont beaucoup moins de particules à l'échappement, que l'écart n'était pas significatif sur les particules entre électrique et thermique. Après, le thermique continue d'émettre d'autres polluants que n'a pas du tout l'électrique, mais sur les particules, c'est un vrai sujet de santé publique en fait, et qui aujourd'hui n'est pas encore réglementé. Donc, a priori, sur les freins, il y a des dispositifs de mesures qui sont en train d'être mis en place par l'Europe. Sur les pneumatiques, a priori, c'est plus compliqué et ce sera pas pour tout de suite. Alors peut-être que les constructeurs, les manufacturiers de pneumatiques, comme on dit, travaillent déjà sur le sujet. Enfin peut-être, c'est sûr, ils travaillent déjà sur le sujet, puisqu'ils ont déjà sorti, ils s'évertuent à sortir des modèles spécifiques voitures électriques. Mais est-ce qu'ils vont aujourd'hui sur ce sujet des particules, on l'ignore. Tu as des infos, Pierre, sur ce sujet, ou c'est encore un petit peu le blackout ? On sait que que ce soit Michelin ou alors il y a une marque anglaise qui se spécialise dans les pneus. Alors, je ne me rappelle plus du nom de la marque anglaise, mais je le retrouverai. Mais il y a de plus en plus de pneus destinés justement aux voitures électriques de façon spécifique. Mais moi, je trouve au sens général, on a envie. Les gens veulent trouver des défauts à la voiture électrique, veulent prouver de toute façon que ce n'est pas mieux. Alors c'est nous même automobile propre, on dira jamais que la voiture électrique c'est parfait, que c'est voilà, c'est le nec plus ultra. C'est le nec plus ultra. Non, on dit juste c'est moins pire que la voiture thermique. Alors ça peut-être pas un fossé comme par rapport au CO2 au niveau des particules, mais au global, quand on va faire l'addition de tous les polluants et des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, ça sera inférieur à la voiture thermique en prenant du puits à la roue après un certain nombre de kilomètres. Mais on trouvera toujours des gens pour, au final, essayer presque par idéologie, de refuser ce statut qui est plus vertueux de la voiture électrique. En fait, on va conclure avec ça, mais en fait, il y a deux catégories de personnes qui sont
des détracteurs de la voiture électrique, c'est d'une part ceux qui n'aiment pas l'électrique par principe et qui sont des adeptes du thermique et qui considèrent que la voiture électrique, c'est, comment ils appellent ça, un aspirateur ou une tondeuse à gazon. Donc ça, de toute façon, ils y passeront un jour ou l'autre, et puis quand ils y auront goûté, peut-être que finalement ils s'y feront. Après, il restera toujours quelques irréductibles, hein, c'est comme Astérix, il restera toujours un petit village gaulois d'anti-voitures électriques. Et puis la deuxième catégorie d'anti-voitures électriques, c'est des gens qui sont anti-voiture, tout simplement. C'est-à-dire, on va dire plutôt du côté de l'écologisme. Je dis pas de l'écologie, mais de l'écologisme politique radical, qui consiste à dire que de toute façon, il faut aller vers la décroissance, la sobriété, etc., et qui est un discours qu'on peut entendre aussi, hein, mais et dans ce discours, on met dans un grand melting pot des choses qui sont représentatives un petit peu de ce qu'il faut éradiquer, et notamment l'automobile. Donc, l'écologiste radical ne donne absolument aucun crédit à la voiture électrique, pas plus qu'il n'en donne à la voiture thermique. Ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait plus de voiture du tout. Voilà. Donc, il faudra faire avec ça, mais il risque d'attendre encore un peu parce que je pense que la civilisation humaine n'est pas prête aujourd'hui à se débarrasser complètement de la voiture. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut!